chers élèves. Aujourd'hui, on va parler spécifiquement sur une notion qui concerne seulement les élèves de la terminale maths. Car l'étude du niveau d'énergie discret dans un atome ne concerne que les mathématiciens. On va essayer de voir comment étudier le niveau d'énergie discret dans un atome et on va prendre le cas spécifique de l'atome d'hydrogène. Avant tout, il faut savoir qu'une grandeur discrète est une grandeur qui varie de façon discontinue. Pour expliquer le caractère discret des lumières émises ou absorbées par un atome, Niels Bohr en 1922 émet les postulats suivants. Donc, Niels Bohr, dans ses études, a constaté qu'un atome peut exister à des états énergétiques bien définis et que le spectre d'émission ainsi que le spectre d'absorption, c'est-à-dire l'ensemble des particules émises et l'ensemble des particules reçues par un atome, lorsque l'atome quitte un niveau donné énergétique vers un autre niveau énergétique, ne forment pas des grandeurs continues, mais plutôt sont des grandeurs discontinues. Alors, il a émis ces postulats. Premier postulat, un atome ne peut exister que dans des états énergétiques discontinus bien définis. Deuxième postulat, le niveau d'énergie d'un atome. Les niveaux d'énergie d'un atome sont quantifiés, c'est-à-dire à chaque niveau correspond une quantité d'énergie bien définie. Troisième postulat, toute transition, c'est-à-dire lorsque l'atome quitte un niveau A vers un niveau B ou le niveau B vers le niveau A, toute transition de niveau d'énergie s'accompagne de l'émission ou de l'absorption d'un photon d'énergie. Donc, on va essayer d'y voir plus clair. En réalité, un atome peut exister dans trois types d'états. D'abord, lorsque son énergie est à la valeur la plus basse, lorsque l'énergie prend la valeur minimale, on dit que l'état est l'état fondamental. Donc, l'état fondamental correspond à l'état qui a l'énergie la plus basse. Après l'état fondamental, il y a les états excités. Après, il y a l'état ionisé. En réalité, quelle est la relation entre énergie et niveau? La relation entre la quantité d'énergie et le niveau d'un atome, c'est E, N, égale à moins E0 sur 2 à la puissance sur, égale à moins E0 sur NO au carré. Où E0 est l'énergie standard, dont la valeur est égale à 13,6 électronvolts. Et N, c'est le nombre quantique principal. N est un entier naturel qui varie de 1 à plus infini. Alors, il suffit seulement de connaître le niveau pour connaître l'énergie associée au niveau. Par exemple, pour n égale à 1, ça correspond à l'état fondamental. Alors, quelle est l'énergie à l'état fondamental, E1? C'est égal à moins E0 divisé par 1 au carré, ce qui correspond à moins E0. Donc, l'énergie à l'état fondamental E1 égale à moins 13,6 électronvolts. Telle est l'énergie à l'état stable. Donc, l'étude là correspond à l'étude du noyau d'hydrogène. Pour le noyau d'hydrogène, E0 égale à 13,6 électronvolts. Et les valeurs varient de 1 jusqu'à l'infini. Et pour n égale à 1, on a l'état fondamental E1 égale à moins E0 sur 1 au carré, ça fait moins E0, et on calcule. Donc, telle est l'énergie à l'état fondamental. Donc, il y a plusieurs états excités. Les états excités. Pour les états excités, N commence à partir de 2. Et ça évolue. Pour n égale à 2, on obtient E2
égale à moins E0 sur 2 au carré. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on obtienne En égale à moins E0 sur N au carré. Telles sont les valeurs des énergies en fonction des états excités qui vont de 2 jusqu'à une valeur non finie. Pour la valeur non finie, c'est-à-dire pour la valeur qui correspond à l'infini, on posera que E, l'énergie à l'état ionisé, correspond au cas où N égale à une valeur non finie, une valeur infinie, N égale à l'infini. Ce qui nous pousse à dire que E infini égale à moins E0 sur l'infini au carré et ça va nous donner 0. Donc ça veut dire que l'énergie à l'état ionisé correspond à 0. Là, ça va trouver que l'électron est sorti de l'atome. On dit que l'atome c'est ionisé. C'est l'énergie à l'état ionisé. Donc tels sont les 3 types d'états qui existent. Le problème, c'est de savoir, au niveau du 3e postulat, quelle est la longueur d'onde du photon qui a été absorbé lors d'une transition, ou quelle est la longueur d'onde du photon qui a été cédée lors de la transition opposée. Alors, on va retenir quoi? On va faire un petit diagramme pour vous expliquer. Ici, on a le niveau P d'énergie EP. Ici, on a le niveau N d'énergie EN. Vous n'êtes pas sans savoir que les énergies portent le signe moins. Donc, ça veut dire que l'énergie EP qui est là est l'énergie la plus basse, la plus petite. Alors, il faut apporter un photon pour que l'électron puisse sauter. Pour que l'électron puisse sauter et aller à un niveau énergétique supérieur. Donc, ça veut dire que le photon qui est venu possède une énergie E égale à H, C sur lambda. Alors, l'énergie du photon, l'énergie apportée par le photon, E, doit être égale à l'énergie En moins l'énergie EP. Or, on sait que l'énergie là, E, en fonction de la formule Planck-Einstein, égale à H, C sur lambda. Donc, il est question maintenant de déterminer la longueur d'onde du photon qui a provoqué la transition du niveau P au niveau N. Alors, dans ce cas, le photon là a été absorbé. On dit que c'est le spectre d'absorption. Deuxième cas, l'électron est là. L'électron doit retourner. Donc, l'électron quitte le niveau N et veut venir au niveau P. Cette fois-ci, ça provoque l'émission. Il y a l'émission d'un photon. Et ce photon a pour énergie toujours Hc sur lambda. Mais cette fois-ci, c'est la transition opposée. Ici, nous avons l'absorption, alors qu'ici, nous avons l'émission. Donc, pour des niveaux énergétiques identiques, dans le sens opposé, il faut, ici, l'absorption d'un photon de longueur d'onde lambda, ici, l'émission d'un photon identique de longueur d'onde lambda. Donc, ça veut dire que ça, l'ensemble des photons absorbés, lorsque l'électron saute pour aller à un niveau énergétique supérieur, s'appelle le spectre d'absorption. L'ensemble des photons émis, lorsque l'électron quitte ou l'atome quitte un niveau énergétique et revient à un niveau énergétique plus bas, s'appelle le spectre d'émission. Alors, on va essayer de calculer lambda.
À partir de là, on pose que E égale, remplaçons En, parce qu'on posera que N est supérieur à P. Remplaçons En par son expression. On obtiendra moins E0 sur N au carré, moins facteur. On remplace EP, moins E0 sur P au carré. On développe, on obtient E égale à moins E0 sur N au carré, plus E0 sur P carré. On peut envoyer ça devant, on met ça derrière. On obtient E égale à E0 sur P carré moins E0 sur N carré. On met E0 en facteur, on obtient E égale à E0 facteur de 1 sur P carré moins 1 sur N carré. En remplaçant E0 par son expression ou par sa valeur, ou plutôt en posant que E égale à HC sur lambda, on obtient rapidement HC sur lambda égale à E0 facteur de 1 sur P carré moins 1 sur N carré. Alors, en enlevant HC ici, on obtient 1 sur lambda égale à E0 sur H fois C, facteur de 1 sur P carré moins 1 sur N carré. Cette formule est appelée formule de Rydberg. La formule de Rydberg. Et la constante obtenue, on posera que E0 sur HC égale à la constante de Rydberg, soit RH égale à 1,097 fois 10 puissance 7 mètres moins 1. Donc, cette constante est appelée constante de Rydberg. Et ici, à cette grandeur, 1 sur lambda, on associe le nombre d'ondes. Nombre d'ondes. Donc, vous avez ici la démonstration de la formule de Rydberg qui vous permet d'avoir la longueur d'onde directement en fonction des deux niveaux de transition. Donc, la valeur de HC, la valeur de E0 sur HC est appelée constante de Rydberg. On peut calculer parce que E0 égale à moins 13,6 électronvolts. On va convertir en joules. H, c'est la constante de Planck, 6,62 fois 10 puissance moins 34 joules seconde. Et C, c'est la vitesse de la lumière dans le vide ou la célérité, 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Voilà. Maintenant, on va essayer de voir. On va essayer de voir comment on peut utiliser cette formule en fonction des transitions possibles. D'où on va essayer de parler de la notion de série. Qu'est-ce qu'une série? Pour ça, je vais d'abord essayer de faire un diagramme. Parce que souvent, au bac, on vous demande de tracer le diagramme des énergies. On vous demande de tracer le diagramme des énergies. Diagramme des énergies. L'énergie en électronvolts. Ici, on a moins 13,6. Ça correspond au niveau E1. Donc, E1 égale à moins 13,6 électronvolts. On va calculer E2. E2 égale à moins 13,6 divisé par 2 au carré, ce qui fait moins 13,6 divisé par 4.
ça donne moins 3,4. Si je ne m'abuse, moins 3,4 électronvolts. Après, on cherche E3. E3 égale à moins 13,6 divisé par 3 au carré. Ce qui fait moins 13,6 divisé par 9. Ça fait moins 1,51. E4 égale à moins 13,6 divisé par 4 au carré. Ce qui est égal à moins 13,6 divisé par 16. Soit, oui, E4 moins 0,85. E5 égale à moins 13,6 divisé par 5 au carré. Moins 13,6 divisé par 20, ce qui donne, oui, moins 0,54. Ainsi de suite, E6, etc., jusqu'à ce qu'on termine. On vient à E infini, qui est égal à moins 13,6 divisé par l'infini au carré, ce qui donne 0. Donc, on va essayer de placer ces valeurs sur le diagramme. On vient, moins 3,4, E2, moins 1,51, E3, moins 0,85, E4, ainsi de suite. On constate qu'au fur et à mesure qu'on monte, le niveau se resserre. Quel est le diagramme des énergies qu'on pourra tracer? Donc, au fur et à mesure qu'on monte, au fur et à mesure, la variation de l'énergie diminue. L'écart se resserre entre les niveaux d'énergie. Ainsi, c'est le diagramme des énergies. Donc, comment représenter ici une variation de niveau d'un atome qui quitte l'état fondamental et qui part au niveau d'excitation n égale à 3? On fera comme ça. Voilà. Donc, ça quitte le niveau n égale à 1, ça monte au niveau n égale à 3. Là, ça correspond à un saut d'énergie. Donc, l'énergie a augmenté parce que l'atome a reçu un photon d'énergie. C'est une absorption. Si ça quitte le point 3, ça descend. Là, c'est parce que l'atome a émis un photon d'énergie. L'ensemble des photons alors absorbés, ici, ça s'appelle le spectre d'absorption. L'ensemble des photons émis constitue le spectre d'émission. Donc, c'est comme ça qu'on trace le diagramme des énergies. Voilà. Maintenant, on va essayer de voir ce qu'on appelle série. Je suppose que je veux avoir une transition qui quitte un niveau quelconque et qui aboutisse au niveau 1. Quelle que soit la provenance, mais ça aboutit au niveau 1. On posera que P égale à 1. Alors, une série est constituée par un ensemble de transitions aboutissant au même niveau. Quelle que soit la provenance, mais ça doit aboutir au même niveau. Alors, si l'ensemble des transitions provenant de n'importe quel niveau aboutit au niveau P égale à 1, on dit que c'est la série de Lyman. C'est la série ultraviolette de Lyman. Donc, pour la série de Lyman, série, on a dit que c'est un ensemble de transitions, c'est constitué par un ensemble de transitions ayant le même aboutissement. On a la série, pour P égale à 1, on a la série de Lyman.
Pour P égale à 2, lorsqu'on aboutit au niveau 2, on a la série de Balmer. La série visible de Balmer. Pour P égale à 2, on a la série de Balmer. Pour P égale à 3, pour P égale à 3, on a la série de brackets. Et enfin, pour P égale à 5, on a la série de Pfund. Telles sont les 5 séries. Série Lyman, Balmer, excusez-moi. Pour P égale à 3, on a la série de Paquin. Série de Paquin. Pour P égale à 4, on a la série de brackets. Voilà. Donc, pour P égale à 1, c'est la série ultraviolette de Lyman. Pour P égale à 2, c'est la série visible de Balmer. Pour P égale à 3, c'est la série infrarouge de Paquin. Et pour P égale à 4, la série infrarouge toujours de brackets. Pour P égale à 5, la série infrarouge de Pfund. Telles sont les 5 séries de raies qu'on peut observer. Donc, qu'est-ce qu'une série? Une série est un ensemble de transitions. Une série est constituée par un ensemble de transitions ayant le même aboutissement. Donc, on va essayer de développer ce qu'on a dit en répondant à quelques petites questions. Par exemple, je peux vous demander, j'ai dit, calculez la longueur d'onde. Calculons la longueur d'onde du photon responsable de la transition du niveau N1 égale à 2 au niveau N2 égale à 3. Pour ça, comment calculer la longueur d'onde du photon responsable de la transition du niveau N1 égale à 2 au niveau N2 égale à 3? On pose 1 sur lambda égale à la constante de Rydberg, facteur de 1 sur N1 au carré, moins 1 sur N2 au carré. Vous n'êtes pas sans savoir que N2 est toujours supérieur ou égal à N1 plus 1. Donc, ça veut dire que N2 est forcément supérieur à N1. Or, N appartient à l'ensemble des entiers naturels. Non nul. N ne peut pas prendre 0. Donc, du coup, on remplace, on pose 1 sur lambda égale à la constante de Rydberg, facteur de 1 sur 2 au carré, moins 1 sur 3 au carré. Parce qu'on a dit du niveau N égale à 1, au niveau N2 égale à 3. On remplace, on trouve 1 sur lambda égale à la constante de Rydberg, facteur de 1 sur 4, moins 1 sur 9, ce qui correspond à la constante de Rydberg, facteur de 9 moins 4, suite 4 fois 9. Alors, on aura lambda égale. On renverse. Ça va? 4 fois 9, ça me donne 36. Divisé par 9 moins 4, ça fait 5. Donc, 5 fois la constante de Rydberg et on calcule. Voilà. C'est comme ça on calcule la longueur d'onde si on connaît les deux niveaux transitoires. Alors, on va s'intéresser maintenant à des calculs extrêmes. Comment calculer la longueur d'onde minimale de la série de Lyman, comment calculer la longueur d'onde maximale de la série de Balmer, etc., etc. On va raisonner sur la formule de Rydberg. Posons 1 sur lambda égale constante de Rydberg,
facteur de 1 sur P carré moins 1 sur N carré. Comment avoir la longueur d'onde minimale? Lambda minimale. Pour que la valeur là soit minimale, dès que lambda est minimale, la fraction est maximale. Lambda se trouve au dénominateur. 1 sur lambda. Si lambda prend une valeur minimale, la fraction prend une valeur maximale. Donc, il faut que la valeur là prenne sa valeur maximale. Pour que la différence donne la valeur maximale, il faut que la partie là donne la valeur minimale. Donc, il faut que 1 sur N2 donne la valeur minimale qui donne 0. Pour ça, il faut que N prenne une valeur maximale. Or, la valeur maximale de N, c'est l'infini. Donc, une longueur d'onde minimale se calcule en posant que N égale à l'infini. On pose N égale à l'infini. Si vous avez N1 et N2, alors dans ce cas, vous posez N2 égale à l'infini. Donc, comment calculer la longueur d'onde minimale d'une série? La longueur d'onde minimale d'un photon caractéristique d'une série est déterminée en posant que N égale à l'infini ou que N2 égale à l'infini, après on calcule. Par exemple, ici on posera que 1 sur lambda minimale égale à la constante de Rydberg divisé par, parce que ça donne 0, P carré. Et on renverse lambda minimale égale à P carré sur la constante de Rydberg. Alors, c'est à vous de voir. Si on demande la série de Balmer, vous posez P égale à 2. La série de Lyman, vous posez P égale à 1. La série de Brackett, vous posez ainsi de suite, ainsi de suite. Comment calculer la longueur d'onde maximale? On raisonne sur la même formule. Si la longueur d'onde est maximale, alors ça veut dire que la fraction prend sa valeur minimale. Pour que la fraction prenne sa valeur minimale, il faut que les deux nombres-là soient très proches. Pour que les deux nombres-là soient très proches, il faut que N soit égal à P plus 1. Donc, la longueur d'onde est maximale si et seulement si N correspond à P plus 1. Donc, pour calculer la longueur d'onde maximale, on posera que N égale à P plus 1 ou N2 égale à N1 plus 1. Dans le cas où vous allez accepter la notation N1, N2, ici, dans le cas où on remplacera N par N2, P par N1. Alors, comment on calcule alors la longueur d'onde? On posera que lambda maximale égale. On remplace constante de Rydberg, facteur de 1 sur P carré, plus 1 sur P plus 1 au carré. Et on calcule. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on calcule la longueur d'onde minimale. C'est comme ça qu'on calcule la longueur d'onde maximale d'une onde. Ça va? La valeur de la longueur d'onde minimale ou maximale d'un photon qui caractérise une raie. Voilà. Donc, on va essayer de continuer un peu et de rentrer en profondeur, peut-être en traitant quelques applications. On vous demande de calculer la longueur d'onde minimale de la série de Balmer. Quelle est la longueur d'onde minimale de la série de Balmer? On pose 1 sur lambda égale à constante de Rydberg, facteur de 1 sur, on a dit série de Balmer, on posera P carré moins 1 sur N carré, et on précisera que P égale à 2, d'où la nécessité de connaître la valeur de P pour chaque série. Car si vous mettez, pour la série de Balmer, vous mettez P égale à 1, vous n'allez pas trouver. Donc, la série de Balmer correspond à P égale à 2. Souvent, dans les exercices, on s'intéressera à la série de Balmer tout simplement parce que les longueurs d'onde des raies de la série de Balmer se trouvent dans le domaine du visible. D'où l'importance de la série de Balmer. Donc, on dira 1 sur lambda
égale constante de Rydberg, facteur de 1 sur P carré moins 1 sur N carré. On posera que P égale à 2. Donc on aura pour la série de Balmer, on a 1 sur lambda, on a dit minimal, égale à la constante de Rydberg, facteur de 1 sur 2 au carré, moins 1 sur l'infini au carré. Car on posera que n égale à l'infini. C'est le raisonnement qu'on a accepté ici. La longueur d'onde est minimale si et seulement si n égale à l'infini. Alors dans ce cas, 1 sur l'infini va nous donner 0. On aura 1 sur la longueur d'onde minimale égale à la constante de Rydberg divisé par 4. On renverse. On aura lambda minimale égale 4 divisé par la constante de Rydberg. Application numérique. Lambda minimale égale à 4 divisé par 1,097, le tout fois 10 puissance moins 7. Parce qu'on avait dit que la constante de Rydberg, c'était 1,097 fois 10 puissance 7. Ici, ça devient 10 puissance moins 7, ce qui va me donner, oui, 3,64. Donc, je prends 5. 3,65 fois 10 puissance moins 7. Nous sommes en mètres. Donc, on déplacera la virgule de 1 rang. On posera que lambda minimale égale à 0,365 fois 10 puissance moins 6. Ce qui fait micromètre. Donc, c'est la longueur d'onde minimale de la série de Balmer. Vous allez remarquer que cette longueur d'onde minimale ne se trouve pas dans le domaine du visible, parce que le domaine du visible est compris entre 0,4 micromètres et 0,78 micromètres. Donc, c'est une longueur d'onde invisible. C'est une longueur d'onde qui correspond à une radiation invisible. Voilà, c'est la valeur de la longueur d'onde minimale de la série de Balmer. Essayons de calculer la longueur d'onde maximale de la série de braquettes. Comment calculer la longueur d'onde maximale? Calculons la longueur d'onde maximale de la série de braquettes. Pour calculer la longueur d'onde maximale de la série de braquettes, on posera que 1 sur lambda égale à la constante de Rydberg, 1 sur P carré moins 1 sur N carré. Mais pour braquettes, en plus lambda maximale, on posera les deux conditions. Pour braquette P égale à 4, longueur d'onde maximale, on posera que N égale à P plus 1, soit 5. Ce qui fait qu'en remplaçant, on obtient 1 sur lambda maximale égale constante de Rydberg, facteur de 1 sur 4 au carré moins 1 sur 5 au carré. Ce qui va me donner la constante de Rydberg, facteur de 1 sur 16 moins 1 sur 25. On pose 1 sur lambda max égale constante de Rydberg, facteur 25 moins 16 sur 16 fois 25. D'où, en renversant, dès qu'on renverse, on obtient lambda maximale égale 16 fois 25 divisé par 25 moins 16, ça me donne 9. C'est ça? 25 moins 16, ça fait 9 fois la constante de Rydberg. Application numérique. Lambda maximale égale 16 fois 25 divisé par 9 fois 1,097 fois 10 puissance 7. Oui? 16 fois 25 divisé par 9 divisé encore par 1,097 fois 10 puissance 7.
calcul est bien fait. 16 fois 25, divisé par 9, c'est bon. Divisé encore par 1,097. Tu as dit 40,51 fois 10 puissance moins 7. Ça va? Donc, je ne sais pas si les calculs sont bien effectués, mais en tout cas, c'est le principe. On déplacera la virgule, 4,051 micromètres. C'est une longueur d'onde très élevée. Mais, peu importe, ce qui m'intéresse, c'est la méthodologie. Donc, c'est comme ça qu'on calcule la longueur d'onde minimale et c'est comme ça qu'on calcule la longueur d'onde maximale. En résumé, je vais vous dire qu'il y a 3 états. Il y a l'état fondamental, l'état énergétique fondamental, les états excités et l'état ionisé. Maintenant, on va revenir sur l'état ionisé. On a dit que quand vous avez l'atome, il y a des électrons. Si un électron quitte, il y a rupture totale entre l'électron et la structure de l'atome, il y a ionisation. Dans ce cas, l'énergie à l'état ionisé, c'est-à-dire l'énergie à l'infini égale à 0. Alors, on va vous demander, quelle est l'énergie qu'il faut fournir à un atome qui se trouve dans son état fondamental pour l'ioniser? Une telle énergie est appelée énergie d'ionisation. Souvent, les gens confondent l'énergie à l'état ionisé et l'énergie d'ionisation. L'énergie à l'état ionisé, c'est 0. L'énergie à l'état ionisé, c'est 0. Mais l'énergie d'ionisation est l'énergie minimale qu'il faut apporter à un atome qui se trouve dans son état fondamental pour l'ioniser. Alors dans ce cas, l'énergie d'ionisation ajoutée à l'énergie standard doit donner 0. Ce qui fait que l'énergie d'ionisation égale à moins l'énergie d'ionisation. Voilà, moins doit donner 0. Ce qui fait que l'énergie d'ionisation égale à E0. Autrement dit, l'énergie d'ionisation égale à 13,6 électronvolts. Donc, pour que l'énergie totale d'un atome, à l'état fondamental donne 0 pour qu'il y ait ionisation, il faut qu'on apporte à l'atome une énergie qui correspond à 13,6 électronvolts afin de bloquer l'énergie à l'état fondamental E1 qui est égal à moins 13,6 électronvolts. Ça, c'est l'énergie à l'état fondamental. Pour avoir une énergie à l'état ionisé égale à 0, il faut apporter une énergie d'ionisation qui est égale à 13,6 électronvolts. Voilà. Donc, spécifiquement pour les élèves de la terminale maths, c'est ce que j'avais à vous dire. Et je vous programme pour une prochaine fois pour la résolution des exercices, car on doit parler de l'expression. On doit respecter les exercices. Et il y a des exercices qui parlent de la formulation que Ritz a donnée à ces longueurs d'onde. Et je vous dis au revoir.